inviter Sophie Niclot, si vous le voulez bien, à me rejoindre. Vous êtes directrice de recherche à l'INRAE Dijon et je vais vous proposer de nous livrer votre approche scientifique sur les sujets que nous venons d'évoquer. Merci. Tout d'abord, merci aux organisateurs pour l'invitation à être présente ici. Donc effectivement, moi je dirige une équipe qui s'appelle Déterminants du comportement alimentaire au cours de la vie, relation avec la santé. Donc on a vraiment une approche du junior au senior. Habituellement, je viens plutôt parler des travaux que j'ai beaucoup conduits chez l'enfant. Mais aujourd'hui, je vais parler d'un sujet un peu différent, puisqu'effectivement, on s'est intéressé à l'alimentation d'un panel pendant la période du confinement. Donc on est un tout petit peu en amont du sujet de l'alimentation pendant le télétravail. Je vais vous rapporter ces sujets-là. Alors effectivement, en recherche, on essaye d'avoir un coup d'avance, comme disait le professeur Simeoni. En l'occurrence, on a eu plutôt un coup de retard, parce qu'on a plutôt observé les conséquences d'un bouleversement social majeur qu'on a tous en tête. Donc on n'a pas vraiment une approche prospective, mais plutôt de suivi des conséquences de ce bouleversement. Donc c'est un travail qui a été conduit avec des collègues que je remercierai à la fin de ma présentation. Donc, j'ai rappelé ici quelques déterminants assez bien connus des choix alimentaires, enfin différentes catégories de déterminants, des facteurs psychologiques, contextuels, socioculturels, certains facteurs qui sont liés à la qualité des aliments, donc leurs propriétés intrinsèques ou extrinsèques, des facteurs biologiques. Donc c'est vraiment un ensemble de déterminants sur lesquels on travaille habituellement. Et dans le contexte du confinement, en fait, on a eu un bouleversement majeur, notamment des facteurs contextuels. On a essayé de comprendre dans quelle mesure ils pouvaient être associés au comportement de choix des consommateurs. Donc, ce confinement lié à la crise sanitaire, ça a été vraiment une rupture majeure des habitudes de vie et des consommations qui s'est malgré tout inscrite dans la durée, puisque quand on a commencé à être confiné, on ne savait pas forcément combien de temps ça allait durer. Et en tant que chercheur, nous, on observait. Et puis au bout d'un moment, on s'est dit, bon, il faut qu'on fasse quelque chose, il faut qu'on étudie les conséquences sur l'alimentation, puisque ça nous semblait être, malgré tout, un fait majeur et un bouleversement avec des conséquences potentielles. On voyait des changements de comportement ressentis et on se demandait comment objectiver les choses. Et ce changement d'habitude, qu'est-ce que c'est qu'une habitude? Donc une habitude, c'est une association automatique entre un contexte et une réponse qui est plusieurs fois réitérée. Et donc là, qu'est-ce qui s'est passé pendant ce contexte de crise sanitaire? On a changé le contexte. Et donc on s'est dit, est-ce qu'on va changer la réponse dans ce cadre-là? Sachant que c'est une des pistes sur lesquelles on travaille, nous comprendre les leviers de modification des comportements alimentaires, dans le sens d'aller vers des comportements plus sains et aussi avec un moindre impact sur notre environnement. Donc, comment est-ce qu'on peut amener des ruptures dans l'environnement qui puissent amener les consommateurs à réfléchir, modifier leur comportement. Donc voilà, on s'est dit changement de contexte, changement d'habitude, et on voulait voir dans quelle mesure cela était vrai. Donc on a lancé une étude au moment du premier confinement, donc en avril 2020. On a interrogé les consommateurs sur leur comportement pendant le mois qui précédait le confinement et pendant le mois du premier confinement. On a suivi ces consommateurs également en 2021 pour essayer de comprendre leur consommation pendant un mois, pendant l'année 2021, et comprendre si des modifications qu'on avait pu observer initialement étaient restées observables dans le temps, en fait. On a fait 3 publications sur ce sujet qui sont disponibles. Bon, il y en a une sur laquelle je ne vais pas revenir en particulier. Donc l'hypothèse, c'était, l'objectif, c'était d'étudier les changements de qualité nutritionnelle de l'alimentation pendant la période de confinement en relation avec des modifications des critères de choix alimentaires. Donc une première hypothèse qu'on faisait, c'était que le comportement aurait eu un impact sur les critères de choix alimentaires et la qualité nutritionnelle de l'alimentation, et que des changements des critères de choix prédiraient à des changements de la qualité nutritionnelle de l'alimentation. Donc on voulait s'intéresser non seulement aux pratiques, mais aussi aux motivations déclarées des pratiques. Donc on a étudié des critères de choix, les fréquences de consommation. Je ne vais pas entrer dans le détail des méthodes, mais on a utilisé un questionnaire fréquentiel de consommation qui nous a permis de calculer un score d'adéquation des consommations aux recommandations du PNNS. Donc c'est un score dit PNNS-GS, qui traduit la qualité nutritionnelle des régimes. Et puis pour les différents critères, donc on a étudié avant et après le confinement.
Donc ce qu'on observe, résumé sur cette slide, c'est effectivement des changements de qualité nutritionnelle quand on compare la période qui précédait et la période du confinement. Avec certains comportements qu'on peut considérer comme positifs, certaines évolutions qu'on peut considérer comme positives, d'autres plutôt négatives. Donc, on a observé notamment plus de consommation de fruits et légumes, de légumineuses, de céréales complètes, de produits laitiers et de poissons pendant la période du confinement, mais aussi plus de consommation de charcuterie, d'aliments sucrés, de boissons sucrées, d'alcool et de sel. In fine, quand on regarde le score PNNSGS qui traduit l'ensemble de la qualité de la diète, on voit que ce score s'est détérioré pendant la période de confinement, donc notamment avec l'augmentation des consommations de charcuterie, d'aliments sucrés en fait. Donc là, les comportements qu'on a vus, c'est des comportements de type snacking, apéro, qui ont augmenté pendant la période du confinement. Je fais très bref, très court. Donc, en ce qui concerne les critères de choix de l'alimentation et leurs évolutions, ce qui est représenté ici, c'est les critères, pour chacun des critères, des 9 critères qu'on a évalués, leur évolution. Donc, dans quelle mesure on a observé une augmentation de l'importance de ce critère ou une diminution. Donc, ce qu'on voit, c'est le critère humeur, c'est-à-dire je choisis des aliments qui m'aident à gérer mon humeur, est devenu un critère extrêmement important pour les consommateurs. Ainsi que le critère, je choisis des aliments pour contrôler mon poids. Donc ça, c'est 2 critères qui sont devenus particulièrement importants. Inversement, on a des critères dont l'importance a diminué pendant le confinement, notamment le critère praticité, qui est devenu beaucoup moins important pour les consommateurs, et aussi dans une moindre mesure, familiarité, donc importance de consommer des aliments familiers, et l'importance du prix aussi, qui est devenu moins importante pendant cette période. Ensuite, quand on a cherché à mettre ensemble les données sur la qualité de l'alimentation et l'évolution des critères de choix, ce qu'on voit, c'est que les consommateurs qui ont le plus augmenté l'importance du critère aliments pour contrôler l'humeur sont ceux dont la qualité nutritionnelle s'est le plus dégradée. Et inversement, ceux pour lesquels le critère contrôle du poids est devenu le plus important sont ceux dont la qualité nutritionnelle a été le plus améliorée pendant la période de confinement. Donc on voit finalement des typologies de comportements en réaction à cette période de confinement ont été assez différentes, avec des consommateurs qui ont probablement ressenti un stress assez important et qui ont déclenché des comportements pour gérer ce stress, et d'autres qui ont tout de suite mis en place des stratégies de contrôle du poids avec une amélioration de la qualité de l'alimentation. Donc, 1 an après, on a suivi nos consommateurs. Donc, on a retrouvé à peu près 60% de la population initiale. Ce qu'on observe au niveau du score PNNSGS, c'est un retour à la période d'avant, en fait. Donc, on a vu une dégradation de la qualité nutritionnelle pendant le confinement, mais 1 an après, on est revenu peu ou prou au même niveau. On a certains critères qu'on a qualifiés aussi comme les émissions de gaz à effet de serre de l'alimentation qui ont évolué dans le sens d'une légère augmentation pendant le confinement et qui sont revenus aux critères d'avant. Et puis sur nos différents critères de choix, ce qui est représenté ici en rouge, ce sont tous les critères qui ont continué, dont l'importance a continué à devenir plus faible. Donc notamment les critères praticité, familiarité et prix, qui avaient eu moins d'importance pendant la période de confinement, sont restés moins importants pour les consommateurs 1 an après, alors que pour les autres critères, on est revenu plus ou moins au niveau pré-Covid. Alors, on n'a pas suivi le groupe. Ce serait malgré tout extrêmement intéressant d'avoir un suivi maintenant, notamment dans le contexte inflationniste, où on peut imaginer que pour tous ces critères, on a une évolution probablement drastique, notamment pour le critère prix, dans un sens relativement différent. Alors, quels enseignements? Donc, on voit qu'une rupture majeure des modes de vie tels que le confinement, qui est, je pense, la plus grande rupture de mode de vie que nous avons pu connaître, nous, dans notre vie d'adulte, a entraîné des changements de comportement et de motivation alimentaire, avec des dégradations pour certains, des améliorations pour d'autres, et surtout des motivations de choix sous-jacentes. On observe globalement une baisse de la qualité nutritionnelle, mais une augmentation de l'importance des motivations humeur, contrôle du poids et santé, avec une diminution de l'importance des motivations praticité, familiarité et prix.
Donc, malgré l'ampleur de la rupture, ces changements n'ont pas été très pérennes, puisqu'on est revenu finalement au niveau pré-Covid un an après, ce qui souligne l'ancrage fort des habitudes alimentaires au niveau des consommateurs. Et cet effet peut-être transitoire, donc on avait vu de la diminution de l'importance des motivations, praticité, familiarité et prix. Donc, comment ça nous amène au sujet du télétravail? Donc, en préparant pour aujourd'hui, j'ai essayé de me dire, qu'est-ce qu'on a déjà dans la littérature sur le sujet de l'influence du télétravail sur la santé des consommateurs. Ce qui semble documenté dans la littérature, c'est beaucoup d'éléments relatifs au stress perçu dans le cadre du télétravail, avec un effet très documenté sur la santé mentale. Mais au niveau de l'alimentation, il y a très peu d'études, en tout cas, qui soient publiées dans les revues scientifiques, enfin, là où j'ai cherché principalement. Dans certains contextes, il semblerait que le changement d'habitude de travail soit associé à une amélioration de la qualité de vie, notamment au Japon, parce que le télétravail amène à une réduction de la consommation d'alcool. Donc là, on est dans un contexte culturel très particulier où on a des habitudes de consommation d'alcool dans le cadre professionnel. Pour le reste, ça laisse une question assez ouverte. Néanmoins, pour revenir à mon petit schéma initial, on peut supposer que ce stress qui est ressenti et qui, je pense, un constat qu'on peut faire aussi dans notre société, et aussi des variations d'humeur, peut être un ensemble de facteurs psychologiques qui va amener à des modifications des choix alimentaires dans le cadre du confinement, et aussi, évidemment, tous ces facteurs contextuels, puisque les rythmes sociaux sont très largement différenciés entre du travail en présentiel et du télétravail. La présence sociale est différente. On sait que les facteurs sociaux sont des facteurs de régulation du comportement alimentaire très importants, en fait, aussi bien dans les aspects quantitatifs que qualitatifs. C'est des études qu'on observe. Alors, c'est très bien documenté chez l'animal, mais chez l'homme aussi, on voit qu'on mange plus quand on est en groupe social que quand on est seul. Donc il y a un certain nombre d'éléments liés à la présence sociale qui ne vont pas jouer du tout de la même manière. Et on mange aussi en réaction aux normes sociales, et les normes sociales, ça peut être ce qu'on observe au cours d'un repas quand on voit d'autres convives manger. Voilà, tous ces éléments, je pense, c'est des éléments qu'on va retrouver probablement dans les données qui nous seront présentées sur l'enquête qui a été réalisée. Voilà, je voudrais juste remercier mes collègues Lucille Marty, qui est chercheuse dans mon équipe, et Blandine Delozon-Guillain, qui est chercheuse au CRES à Paris, pour l'aide sur l'étude que je vous ai présentée. Merci pour votre attention.